Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ID. Aujourd'hui, ID va parler de mon projet de paix en Saint-Maxime, réalisé par l'Université de Lomé en collaboration avec 15 autres universités, à savoir la France, des États-Unis, du Canada et autres. Invité aujourd'hui au plateau pour que nous puissions parler de mon projet de paix en Saint-Maxime est le professeur Atefei Pewizi. Professeur Atefei Pewizi, nous avons toujours écouté parler de la paix. Nous attendons toujours parler de la paix. De quelle paix allez-vous nous parler aujourd'hui? Nous allons tout à l'heure le savoir. Mais avant toute chose, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Condor Bangana. C'est à moi de vous dire merci pour cette émission, pour ce que vous avez l'habitude de faire avec les autres avant moi, parce que, il faut le noter, c'est une des émissions que j'aime suivre. La télévision a beaucoup d'émissions et mon choix porte sur certaines émissions par rapport à ce que je puise. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour dire sincère merci à tous ceux qui m'ont précédé sur ce plateau. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses ont été dites. Et moi, je ne viens que par cette occasion apporter ma petite contribution. Donc c'est pour tout cela que je vous remercie, que je remercie tous ces gens-là qui ont précédé et qui ont apporté une contribution énorme à l'édification nationale. Merci beaucoup. Comment va l'Université de Lomé? L'Université de Lomé va bien. Les téléspectateurs voudraient vous connaître davantage. Je suis Atefei Pewizi, professeur titulaire de littérature de l'Afrique anglophone. Et je suis directeur du laboratoire La Relica, laboratoire de langue, littérature, culture et civilisation anglophone, une des structures de recherche de l'Université de Lomé. Merci. Je disais tantôt que nous allons parler de la paix. Vous attendez toujours parler de la paix. Quel est votre point de vue en tant que professeur? Du point de vue populaire, la paix, c'est quand il n'y a pas de bombes, il n'y a pas de fusil, ou bien la paix, c'est quand on trouve à manger. C'est justement cette définition, cette approche-là que nous avons trouvée insuffisante par rapport aux défis du moment, par rapport aux défis du temps contemporain. Nous savons que la paix est un sésame précieux. Et c'est justement pour cette raison que 16 universités d'Afrique, d'Europe, d'Amérique se sont réunies pour penser à ce sésame-là au vu des défis de l'extrémisme violent, au vu de l'intolérance et aussi des comportements non citoyens qui marquent la vie des contemporains. La paix, dans le contexte où il a été défini par un citoyen lambda, pose problème. Parce que cette définition exclut beaucoup de choses. C'est ces choses-là qu'il faut reconvertir, il faut revoir, il faut relancer, il faut définir, il faut expliciter et lier à l'impact que ces éléments qui sont laissés, qui ne sont pas pris en compte, ont sur notre être et notre devenir. On peut dire donc, sur cette base-là, que la paix mérite d'être revue. La paix, dans le contexte actuel, n'est pas tout simplement synonyme de non-guerre ou bien absence de guerre, mais la paix désigne un comportement. La paix, c'est au fait l'aboutissement de beaucoup d'entreprises, beaucoup d'efforts. Et c'est justement par rapport à ça que vous allez voir sur le livret. Nous avons vu dit projet de paix en Saint-Maxime. Saint-Maxime, le chiffre 100 lui-même. Le chiffre 100 lui-même désigne une unité. Dans la numérologie, la somme de 100 fait 1, c'est-à-dire 0, 1 plus 0 égale 1. Et c'est cette unité qui représente pour nous
l'aboutissement de tout effort que les individus peuvent entreprendre. Et les individus, c'est ça symbolisé par les mains. La main, les deux mains, avec des plis. Les plis traduisent l'effort constant que chaque individu devrait faire pour que s'échappe la colombe, cette colombe que vous voyez au bout des mains, pour que cette colombe qui symbolise la paix soit réalisée. Donc, dans ce contexte, nous nous disons que la paix, c'est tout un processus. Ce n'est jamais une finalité, parce qu'il faut actualiser les paradigmes de paix, c'est-à-dire les tracés comportementaux, les tracés idéologiques qui mettent en emphase la paix, c'est-à-dire la joie intérieure, la tranquillité. Puisque, il faut le dire, quand on parle de la paix, visiblement, on peut se tromper sur le physique. À partir de l'apparence, on se dit qu'il y a la paix. Mais une paix, parfois, qui est imposée. Or, si elle n'est pas de l'intérieur, elle n'est pas paix. Si elle n'est pas sortie de l'homme, elle n'est pas paix. Et c'est dans ce processus-là qu'il faut dire que la paix, c'est tout ce qui rend l'homme heureux en respectant les différents principes de comportement, de vivre ensemble, etc. Dans ce contexte, quand on parle de paix, cela traduit que l'homme que nous voyons, celui-là que je vois, en dehors du physique que je vois, si je vérifie les actes qu'il pose, je peux me dire que réellement ces actes-là, c'est des actes de paix. Voilà, M. Condor Bangana, ce que l'on peut juste dire d'entrée du jeu par rapport à la paix. Oui, professeur Pewissi, ce document en 35 pages, le résumé. Mon projet de paix en 100 maximes est structuré selon les thématiques. Et nous avons la première thématique, culture, justice et responsabilité. C'est-à-dire que les maximes que nous avons sous cette rubrique traduisent le lien qu'il y a entre la culture, c'est-à-dire le comportement que l'on a, les traits physiques, mais surtout comportementaux que l'on extériorise à travers sa vie. Et pour vous dire que, au fait, tout ce que nous appelons comme paix n'est, en tout cas, tout ce processus-là n'est compris que par rapport à une culture. Et donc, dans chaque culture, il y a des principes qui convergent vers la paix ou qui permettent d'aller vers la paix. Et c'est dans cette culture justement que les comportements doivent être placés pour expliquer ce qui est bon à faire, ce qui ne l'est pas. C'est justement aussi par rapport à ça que la justice a son sens. Et pour le dire, la justice dans ce contexte, ce n'est pas des velléités pour avoir raison contre l'autre. Mais c'est un processus par lequel on voudrait bien que le vivre ensemble demeure. On voudrait l'harmonie, c'est-à-dire que les gens vivent ensemble. C'est cette manière-là qui est la nôtre par rapport à la culture qui est africaine, qui est togolaise. Donc quand on parle de justice dans nos sociétés traditionnelles, j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'éléments de notre culture traditionnelle qui ont été laissés. Et donc on se fixe sur des cultures qui ne sont pas les nôtres et qui ne traduisent pas et qui ne donnent pas satisfaction par rapport au règlement des conflits, par rapport au règlement des différends entre les individus. La justice, au fait, c'est un processus par lequel les gens, tout en sachant qu'il y a du tort, voudraient apaiser les situations conflictuelles ou dégager les situations conflictuelles pour que le vivre ensemble continue. Ce n'est pas un processus par lequel on définit d'avance ceux-là qui ont tort et on le dit d'une manière définitive et ceux-là qui ont raison d'une manière définitive, c'est-à-dire créer deux pôles, le pôle des offenseurs et le pôle des victimes. Parce que dans ce contexte-là, celui qui a raison aujourd'hui peut avoir tort demain, celui qui a tort aujourd'hui peut avoir raison demain. Voilà pourquoi au plan traditionnel, les gens se disent que une fois que l'incident arrive,
il faut gérer l'incident là en se projetant dans l'avenir. Le contexte traditionnel dit la paix est véritable par rapport à la qualité et à la force de l'anticipation. Ce qui arrive aujourd'hui, si on gère ça de cette manière-là, et si demain ça changeait de camp, on fera comment? Donc c'est tout ça là qui fait que on dit la justice devra être un moyen de paix et de consolidation des relations humaines. Justement pour dire que dans les règlements, et quand on dit règlement, c'est trop vite fait de regarder la justice moderne. Nous sommes des juges ambulants, c'est-à-dire que nous avons des choses à gérer au sein de nos familles, des choses à gérer au sein de nos communes, des choses à gérer au sein de nos préfectures, des choses à gérer au sein de nos régions et des choses à gérer au plan national. Et c'est justement par rapport à ça qu'il faut revoir les manières de gérer, les manières de juger, pour que, en jugeant aujourd'hui, qu'on donne la chance à l'avenir d'avoir la qualité nécessaire pour que de vivre ensemble demain, pour que la vie continue d'avoir ses qualités. Dans le processus, c'est-à-dire que les trois thèmes, nous avons la responsabilité. La responsabilité vient comme un fond sur lequel la paix est possible. Si chacun fait ce qu'il doit faire en son temps, si chacun dit ce qu'il doit dire en son temps, si chacun doit regarder l'autre comme il le doit en son temps, on aurait moins de problèmes à régler, on aurait moins de soucis et là, tout le monde vivrait donc heureux. Et vivre heureux dans ce contexte n'est pas tout simplement trouver à manger, avoir, etc. Non, mais que de l'intérieur, les gens exprimeraient la joie. Et cela éviterait aussi ce que nous connaissons comme phénomène aujourd'hui, les suicides. Puisque cela signifie quoi? Les suicides sont en quelque sorte une manifestation des problèmes intérieurs, des situations de non-paix que les individus vivent. Puisqu'ils se disent qu'ils sont abandonnés, ils ne sont pas associés, ils sont juste là, ils ne savent même pas à quel sens se vouer, à qui confier ces problèmes, avec qui il faut échanger. Voilà ce que nous avons mis sous la rubrique culture, justice et responsabilité. À travers votre document, est-ce que la culture africaine est porteuse de ferment pour la paix? Je dis que la culture africaine est porteuse de ferment pour la paix. Mais je ne veux pas dire que seule la culture africaine est porteuse de ferment pour la paix. On peut trouver aussi des choses qu'on peut améliorer. Et c'est justement pourquoi les universitaires se sont réunis pour travailler et montrer du doigt ce que nous avons abandonné, qui mérite d'être maintenu, ce que nous avons acquis, qui mérite d'être questionné, pour que la paix, puisque notre paix, nous la vivons en Afrique. Et c'est de l'Afrique qu'il faut maintenant créer les fondements pour soutenir cette paix, c'est-à-dire d'abord la culture de la paix, continuer par cultiver la paix par les comportements, les agissements qui sont les nôtres, continuer par régler les problèmes, les conflits, par les prédispositions que nous avons dans nos cultures et continuer par consolider la paix par les stratégies que nous avons. Au fait, c'est toutes ces stratégies que nous avons nommées maximes ou paradigmes, c'est-à-dire les tracés comportementaux, les tracés idéologiques. Et là, on peut la voir selon le passé, c'est-à-dire selon le vécu, on peut la voir selon ce qu'on est en train de voir, mais on peut aussi anticiper. Et là, c'est dans l'anticipation qu'il faut parler de la création. On crée sur la base de ce qu'on vit et on anticipe sur la base de ce que cela pourra donner comme résultat demain. Donc, les savoirs que les universitaires sont venus produire à travers les deux colloques de 2020 et 2021, c'est classé. Nous avons les savoirs. Ces savoirs sont endogènes, viennent aussi de l'extérieur puisque nous avons été formés par une culture. Il y a aussi des éléments qu'on peut prendre là-bas. Il y a les savoir-faire, c'est-à-dire la capacité à prouver qu'on a appris quelque chose et que ça sert à quelque chose. Et le savoir-être, c'est-à-dire adopter un profil à travers lequel on reconnaît que celui-là, il n'a pas seulement appris, il vit ce qu'il a appris, il prouve ce qu'il a appris et il prouve ce qu'il a trouvé que c'est bon. C'est-à-dire ne pas être lion et porter une peau d'agneau, mais prouver réellement ce qu'on est et préférer ce qui est bien à ce qui est mauvais, quel que soit le risque qu'on a. Et c'est justement les plis que nous avons sur la main, c'est que nous-mêmes, nous perdons parce que nous voulons que notre individualité se sacrifie
au profit de la collectivité, au profit du commun, au profit de la communauté entière. Et dans ce processus-là, il faut aller. Il faut parler aussi d'un autre savoir, le savoir agir. Le savoir agir, c'est la somme de tout. C'est comme une base de données dans laquelle on a des éléments, et ces éléments qui sont là peuvent provenir tout simplement du savoir-faire, du savoir-être. Donc le savoir agir est le dernier rempart qui permet de prouver que réellement on a quelque chose et on peut faire quelque chose pour la société qui en a besoin. Quoi qu'on dise, nul n'est prophète chez soi. Acceptez de répondre à cette question. Ensemble avec vos collègues, vous avez mis en place ce document. Le document resté en écriture n'agira pas. Tout à fait. Vous qui êtes les acteurs, vous qui avez mis le noir sur le blanc pour produire ce document, que comptez-vous faire dans votre monde immédiat, qui est l'Université de Lomé, pour conserver tant soit peu cette paix-là? Et que comptez-vous faire avec vos collaborateurs, avec vos aînés, pour renforcer la paix dans notre pays? Quel est tout? À vous entendre, de toute façon, ça ne me surprend pas, parce que vous avez des questions qui permettent aux hommes non seulement de dire, mais d'apprendre de ces questions-là, puisque c'est un questionnement. Ce n'est pas que je suis le détenteur de tout ce savoir, mais j'essaye sur la base de ce que j'ai appris, sur la base de ce que je me débrouille de faire à travers les publications, à travers les consultations des uns et des autres. Et je vous dis merci pour cette question. Ce document, mon livret de paix en Saint-Maxime, ce qui se fait avec ce document, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Il faut d'abord aller permettre qu'il y ait appropriation, que le savoir soit approprié, que les paradigmes soient appropriés, que l'agir suive, c'est-à-dire la mise en œuvre de ce qui est dit, cette philosophie-là qui est infusée, qu'elle soit mise en application. Et que dans le comportement au quotidien, qu'on se dise si ce que nous faisons là est bien. Bien pour nous seulement, ou bien pour les autres aussi. C'est-à-dire que se placer toujours à la place de l'autre, qu'on traite de la manière dont on le fait. Dans le processus, c'est ça. Il faut d'abord que les gens sachent qu'il y a le document. Et là, Condor Mangana, je vous dis merci parce que ce document-là est passé partout. Les politiques ont reçu, la société civile a reçu. Nous avons aussi l'administration, les ministères ont reçu. Et le document-là a été favorablement accueilli. Cela ne pourrait pas être autrement puisque le gouvernement a soutenu le principe de la clôture et a aussi soutenu matériellement et moralement la tenue de la deuxième édition du colloque. Et en même temps, ce processus de paradigme, il y a aussi des éléments. L'académie, puisque quand on va publier les actes, tous les collègues des universités de ces continents que nous avons cités auront besoin de ces actes-là pour leur promotion académique. Dans le cadre universitaire, c'est que nous nous sommes dit que la paix ou les défis de paix sont liés à l'injustice. Et c'est là qu'il faut agir. Et pour agir sur ces faits, il faut agir sur l'individu. C'est l'individu qui est acteur. C'est l'individu qui est acteur de bien ou de mal. Et faire en sorte qu'il soit convaincu que faire le bien est mieux que faire du mal. Ça a déjà commencé. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Au fait, nous avons montré les résultats. Ces résultats qui sont ici académiques ont été retravaillés pour adapter les résultats aux besoins, à l'assimilation de la population. Quand on lit les maximes, on peut se poser la question, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui est au CE1 ou au CE2. Ça a été fait sciemment. Les professeurs, en tout cas pour la plupart de rang A, ont dit qu'ils s'adressent à un peuple. Ils ne s'adressent pas à l'académie. Et c'est à ce peuple-là de tirer profit, prioritairement. C'est pourquoi le document n'a pas été gros. Et on va se demander, mais pourquoi c'est ce but? Ce n'est pas ça, c'est les résultats. Chaque maxime constitue un livre.
Chaque maxime constitue un projet. Nous avons la scénarisation. À travers chaque maxime, il y a possibilité de scénariser. Et là, la culture, en tout cas l'industrie cinématographique peut en tirer profit. Puisque chaque maxime peut être scénarisé. Textuelle, scénarisation textuelle, mais aussi scénarisation audiovisuelle. Pour que les gens comprennent ce qui se passe et nous nous trouvons parfois en difficulté par rapport à la paix. Dans ce contexte, je voulais tout simplement dire que par rapport à l'université, nous travaillons, mais nous avons aussi besoin du social. Nous avons besoin aussi de l'appui du politique, puisque les recherches que nous faisons, nous ne faisons pas ça ex nihilo. Nous faisons ces recherches pour que ces recherches puissent servir à l'autorité, en tout cas aux décideurs politiques, pour que ce projet de paix, qui est toujours cité et qui est toujours recherché, devienne réalité dans tous les aspects. Il y a beaucoup d'aspects qui sont réalisés, c'est vrai, mais il faut que l'individu, en posant des actes, soit convaincu que la paix ne peut être que le résultat. C'est-à-dire la qualité des actions que nous faisons détermine la qualité de ce que nous appelons comme paix. En axe 2, qu'est-ce que vous avez dit? En axe 2, nous avons dit environnement, santé publique et paix. C'est-à-dire la gestion de notre environnement, de tout ce qui nous entoure, les arbres, les herbes, les animaux. La gestion de cet environnement-là est nécessaire pour obtenir la santé, pour obtenir la paix. Toutes les maximes qui sont dans cette rubrique-là convergent à montrer que l'environnement n'est pas une entité isolée. L'environnement, c'est un compagnon. Lorsque on frustre son compagnon, c'est qu'on est perdant. C'est ça qui s'explique. Lorsque nous avons l'effet de serre, nous disons qu'actuellement, nous avons des problèmes de santé liés aux conséquences de l'effet de serre. Cela traduit tout simplement le fait que notre présence dans notre environnement est malsaine. Notre gestion, les actes que nous posons par rapport à l'environnement ne sont pas favorables à sa santé pour que cette santé nous soit communiquée. Au fait, ce qui se passe, Contrôleur Bangna, c'est que actuellement, lorsque nous blessons l'environnement, l'environnement réagit. Je donne juste un exemple. Lorsque le ministère de l'Environnement nous demande de planter les arbres, les gens pensent qu'on plante les arbres pour le ministre. Alors que nous savons tous que les plantes contribuent à la pluviométrie. Les plantes permettent qu'on évite la désertification. Et les plantes permettent que les animaux qui y vivent se portent bien pour notre utilisation. Et par rapport à la pollution de l'environnement, lorsque les gens jettent l'eau souillée, polluée dans les égouts, ou les restes de nourriture dans les égouts, au fait, ils sont en train de poser un acte. Personne ne les voit, c'est vrai. Mais quelles sont les conséquences de ces actes qui sont en train d'être posés? En effet, le processus qui est lancé à travers la pollution, là, c'est-à-dire à travers les égouts, la pollution des eaux, c'est un processus, c'est une mission qui est enclenchée. C'est-à-dire que celui qui le fait envoie les eaux souillées, les nourritures pourries, en mission d'intoxication des autres humains. Et la santé de l'individu, de l'humain, prend le coup. Et qui parle de santé, problème de santé, parle de situation de non-paix. Donc, dans ce contexte-là, l'environnement doit être bien entretenu. Et en entretenant l'environnement, nous-mêmes, l'environnement nous donne les avantages liés à sa qualité, puisque nous avons besoin des plantes pour nous guérir, nous avons besoin des fruits et pour notre santé. Nous avons aussi besoin des racines pour notre guérison au cas où nous sommes malades. C'est tout ça qu'il faut protéger. Les espèces, nous avons des enfants qui ne connaissent plus des espèces parce que la désertification étant, toutes les espèces ont disparu. Et ça va à notre défaveur. Voilà le contexte dans lequel les maximes ont été travaillées. Et le style qui a été utilisé, c'est le jeu. Ce jeu-là n'est pas un jeu extérieur. C'est le jeu de celui-là qui lit.
c'est le jeu de celui-là qui fait l'introspection, c'est le jeu de celui-là qui essaie d'évaluer le comportement, d'évaluer sa manière de faire, son principe de vie ou son choix de vie. C'est pourquoi justement ce choix-là de jeu n'est pas anodin. Je lis tout ce que je dis. Si je comprends par exemple que polluer les égouts, c'est envoyer la pollution en mission d'intoxication, c'est moi qui me le dis. En même temps, je sais en même temps que je suis soit contre la pollution ou la qualité de l'environnement. Oui, professeur Péhuizi, le document est écrit en français. Tout ce que vous dites est beau, est bien. Mais pensez-vous que toute la population togolaise a l'accès facile au français pour pouvoir décortiquer votre document et accéder à ce qu'il contient? Condor Mangana, la question est pertinente. Tous ces enseignants-chercheurs des 3 continents que j'ai cités ont vu le problème. Il fallait commencer quelque part. Et le français pour les pays francophones, c'est ça qui est notre partage en commun. Nous avons aussi cité l'Amérique. Nous avons aussi cité le Canada, où on a 2 langues. Mais il y a aussi d'autres pays africains qui nous ont contactés pour nous poser la question si la langue ne constitue pas une barrière, puisque nos collègues anglophones se disent que si c'était en anglais, ça ferait mieux. Et cela lance le projet de traduction de ce livret, en tout cas la première édition qui est là, ou à défaut des moyens, projeter la traduction à partir de la 2e édition. Sur le plan local, nous nous sommes dit que l'appropriation commence d'abord par peut-être les traducteurs, c'est-à-dire que ceux qui sont sur le terrain, ce serait bien de choisir les gens par région et selon les langues parlées, pour que ces gens-là, qui savent de quoi il s'agit et qui auront peut-être une formation par rapport à comment il faut rendre, ces gens-là pourront maintenant expliquer, traduire dans la langue vernaculaire. Parce que ma grand-mère m'a posé la question. Ce que tu dis, je comprends que ce qui est dit là-bas, mais moi je ne lis pas. Quelle est ma part dedans? Qu'est-ce que je peux puiser dedans? Or, c'est moi qui ai mis au monde. Ta maman et ta maman t'a mis au monde. Quelle est ma part dedans? Quand elle m'a posé cette question, Condor Mangana, j'ai pensé directement à cette question-là que vous m'avez posée. Je me suis dit, il faut penser aussi aux autres. Faire des émissions en langue vernaculaire ou en nos langues locales pour que chacun puisse tirer quelque chose. Et je vous assure que dès lors qu'on commence par traduire les maximes aux aînés, vous vous rendez compte que c'est ce à quoi ils croyaient avant. Et les choses ont changé par notre éducation et notre virement. Nous avons viré carrément des principes qui étaient les nôtres. Et quand on le dit, bon, certains ont dit, mais ce que vous dites là, c'est ce que nous on croyait. Mais vous changez, vous dites que le monde change. Le monde ne change pas. C'est l'homme qui change. C'est l'homme qui déraille. Et il faut revenir, rebâtir, reconsidérer les maximes pour que cela puisse servir, aider le gouvernant comme le gouverné. Dans votre développement, vous avez dit que ce document est rentré dans les mains du gouvernement. Il est dans les mains de ceux qui ont les moyens pour pouvoir s'en acquérir. Et ceux qui n'ont pas les moyens pour s'en acquérir, comment faire pour l'avoir? Bien, je peux dire que moi-même, je ne peux pas avoir suffisamment de moyens pour mettre le document à la disposition de tout le monde. C'est pourquoi justement les émissions comme ça sont vraiment les bienvenues. En dehors de ces aspects, c'est-à-dire qu'il y a un jeune étudiant, un collègue qui m'a dit « Moi, je suis prêt à voter 50 copies. » Ça veut dire qu'il est prêt à mettre l'argent pour qu'au moins 50 personnes, puisqu'on a 1000 et quelques, ça n'a pas suffi. Les 1000 copies ont été distribuées. Mais, et les autres? Parce qu'actuellement, nous avons toute une grande masse derrière. Nous avons les élèves et les étudiants. Or, l'avenir d'un pays par rapport au développement, par rapport à la santé ou par rapport à la paix réside dans la qualité des enfants que nous formons ou dans l'orientation que nous donnons à ces enfants-là. Et c'est justement par rapport à ça que je me dis qu'il faut suffisamment de moyens pour rendre ce document disponible. Et je vous le dis, le gouvernement a aidé. C'est justement ça qui a fait que ce document de 1000 et quelques exemplaires, ce document-là a été distribué gratuitement à ce jour.
ce n'est pas un document vendu, c'est un document distribué parce que nous nous sommes dit que si le gouvernement met la main, c'est que le gouvernement voudrait que la masse, la population, quel que soit ce que nous sommes, une fois que nous sommes togolais ou nous sommes sur le territoire togolais, que les éléments qui sont là-bas puissent être assimilés et que la philosophie qui est infusée puisse être appropriée. Donc, pour me résumer, je dirais tout simplement que le document est rentré dans les mains de certains. Mais aussi, je fais l'appel à tous ceux qui ont eu le document, qui ne le lisent pas, de donner à ceux-là qui peuvent lire ou qui ont besoin qui veulent lire. Parce que nous savons aussi que parfois nous avons la paresse de lire. Si vous avez par exemple la paresse de lire, vous avez le document, passez le document à quelqu'un qui peut lire. Puisque publier un livre, c'est quelque chose. S'approprier le contenu, c'est une autre chose. Et au dernier niveau, troisième axe? Le troisième axe, nous avons parlé de l'harmonie, le vivre ensemble et le développement. C'est-à-dire, quand on parle d'harmonie, nous ne disons pas que c'est la fusion. Non. L'harmonie voudrait dire que je sais que vous êtes différent de moi. Je sais que vous avez des choses qui sont dites, ou vous croyez en des choses qui ne sont pas celles en quoi je crois. Mais de ce que vous faites, de ce que vous dites, et votre projection par rapport au vivre ensemble peut inspirer, moi, d'autres orientations. Donc, l'harmonie ici, c'est d'abord la tolérance. L'harmonie, c'est accepter qu'au-delà de nos différences, nous avons quelque chose en commun. Notre humanité. Nous sommes tous des humains. Dès lors que nous savons que c'est notre dénominateur commun, ce que j'ai comme comportement, si je suis humain, et mon comportement vis-à-vis d'un autre humain définit celui-là comme un moins que humain, c'est que je suis en faute. Si je sais que je suis humain et que ce qui est bon pour moi est aussi bon ou peut être aussi bon pour l'autre parce qu'il est aussi humain, et je fais le contraire, c'est que moi-même, je suis en train de me mettre en cause. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose à l'autre, il faut penser, et 1000 fois, comme Emmanuel Kant le dit, le philosophe, il faut se dire si tout le monde en faisait autant. Cela signifie tout simplement, c'est-à-dire que si moi-même on me le faisait, de cette manière-là, ça permet la censure, l'autocensure par rapport au mauvais comportement, l'autocensure par rapport à la frustration des autres, l'autocensure par rapport à la gourmandise, l'autocensure par rapport à la création des conflits, ou l'autocensure par rapport à la création des petites mésententes entre les autres pour qu'on en tire profit. L'harmonie, c'est ça. C'est accepter que l'autre est un humain, que je ne peux pas mener ma vie sans lui. Et là, justement, Kondra Mangana, ce que nous devons comprendre, c'est que dès lors que nous sommes ensemble, si je suis heureux parce que vous êtes à côté. C'est-à-dire, si je suis riche, ma richesse ne se mesure que par rapport à quelqu'un. Mon bonheur, je le tire de l'autre. Non pas que nous avons les mêmes talents, non. Mais il faut l'autre pour que moi je me dise, mais l'autre, c'est par rapport à ma position, il est ceci, il est cela. On a même besoin, on le dirait en français, d'un plus petit que soi. C'est-à-dire petit, ce n'est pas de taille, ce n'est pas l'âge, mais par rapport aux éléments considérés. Dans ces conditions-là, nous nous disons que l'harmonie n'est vraie que lorsque nous acceptons les talents des autres et nous sommes prêts à les vanter. L'harmonie n'est possible que lorsque nous voyons quelque chose de bien chez notre ennemi et nous reconnaissons que c'est bien. L'harmonie n'est aussi bien que, ou valable que lorsque, en travaillant avec des gens que nous n'aimons pas tant, nous reconnaissons leurs talents et nous reconnaissons ce qui leur revient comme résultat de leur acte, de leur réussite. C'est aussi ça, l'harmonie. L'harmonie, ce n'est pas forcer tout le monde à penser la même chose que soi. C'est tirer de ce que l'autre pense, ce qui peut aider à améliorer le présent, à mieux bâtir l'avenir. Et ici,
Nous avons le vivre ensemble, qui est le deuxième élément de l'axe. Le vivre ensemble, il y a le trait d'union là-bas. Dans le contexte de ce livret, le vivre ensemble voudrait dire que le mot vivre et le mot ensemble doivent être unis. C'est-à-dire, vous et moi, nous devons être unis par un trait d'union. Et le trait d'union, c'est que vous et moi, nous devons faire en sorte que ce trait d'union soit solide. Je ne change pas votre identité. Vous ne changez pas mon identité. Mais nous avons des choses en commun à partager au nom de l'humanité, au nom du bien que nous voulons, soit pour notre village, pour notre canton, pour notre commune, pour notre préfecture, pour notre région, pour notre pays et pour la race humaine. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Le vivre ensemble, ce n'est pas être là. Et Mme Papo a publié un livre dont le titre est énigmatique. Vivre ensemble séparément. Cela signifie quoi? Dans le contexte, cela ne veut pas dire que parce que vous êtes là, je suis là, je fais les choses en vous ignorant, je ne tiens même pas compte, je construis mon projet de bonheur et je vous exclus, je ne sais même pas, je ne vous inclus pas. Non. Vivre ensemble séparément, c'est ça. Chacun va à ses occupations, chacun définit ses desiderata, parfois au détriment de l'autre, et bon, tout le monde est là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le vivre ensemble dont parle le livret issu de ces recherches des universitaires voudrait dire que chacun devra se sentir obligé de veiller à la réussite de l'autre, à la survie de l'autre. Non pas parce que la personne vaut quelque chose nécessairement, mais tout simplement au nom de l'humanité, parce que la personne est un humain comme nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le vivre ensemble, c'est d'abord, moi j'allais même dire, que nous parlons, avec le trait d'union là, nous parlons du vouloir vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble peut paraître comme un acte divin. Monsieur Condor Mangna, peut-être que nous n'avons pas choisi de nous rencontrer. Peut-être que nous n'avons pas choisi de nous voir dans un amphi. Peut-être que nous n'avons pas choisi d'être ici à la TVT à un moment donné. Mais nous nous sommes retrouvés. On peut dire ça, c'est le vivre ensemble. Mais quand on se rend compte que nous nous sommes appelés, qu'on a échangé, vous m'avez invité, vous m'avez convaincu de venir réaliser cette émission parce que vous pensez que cela peut aider à quelque chose. Parce que vous avez une mission, celle-là de faire en sorte que la nation soit édifiée, celle-là de faire en sorte que les idées germent et qu'en germant, que la paix soit au rendez-vous. Parce que vous avez tout ça là, vous avez posé des actes, vous avez fait des sacrifices, vous vous êtes déplacés, peut-être parfois à moto, avec tous les risques que cela comporte. On s'est retrouvés et finalement on est là ici. Ça là, c'est tout ce qu'il y a comme comportement ou effort à réaliser par chacun. J'ai pris votre cas, j'ai mon cas, et il y a aussi les autres qui se retrouvent dans d'autres situations. Et chacun devrait donc consentir des sacrifices, faire des efforts, c'est-à-dire mourir un peu pour que l'autre vive, mourir un peu pour que la nation vive, mourir un peu pour que l'unité prévale, mourir un peu pour que le Togo soit le Togo, mourir un peu pour que, quand on dit le Togo, que tout le monde soit fier de répondre, que quand on dit le Togo, que tous ceux qui sont togolais se disent c'est mon pays, et non qu'on commence à dire ça c'est quoi le Togo, ça c'est ceci, etc. C'est-à-dire l'autoflagellation, éviter, faire en sorte que tout ce que nous faisons comme effort pour que nous puissions vivre ensemble, c'est aussi au final, cela concourt à éviter l'autoflagellation. Nous avons le dernier aspect. Et ce dernier aspect, c'est le développement. S'il n'y a pas vivre ensemble, c'est-à-dire vouloir vivre ensemble, entreprendre ensemble, réaliser ensemble, concevoir ensemble. Quand je dis ensemble, ce n'est pas forcément que tout le monde est concepteur. Quand je dis ensemble, ce n'est pas forcément que tout le monde est réalisateur. Je veux tout simplement dire que celui qui conçoit, conçoit en pensant aux autres. Celui qui réalise, réalise en pensant aux autres et que le résultat soit au rendez-vous pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit quand je parle de concevoir ensemble, réaliser ensemble, etc., etc. Vivre ensemble. Donc, dans ce contexte-là, la responsabilité signifie que j'ai le devoir sacré de veiller au bonheur de mon voisin.
j'ai le devoir sacré de faire en sorte que le pays soit uni, que le pays vive la paix. Et ici, au nom de la paix, en tout cas pour la paix, il n'y a pas de gens à laisser derrière. Il n'y a pas de gens à laisser derrière lorsqu'il s'agit de la culture de la paix. Il n'y a pas de gens à laisser derrière lorsqu'il s'agit de réaliser la paix. Lorsqu'on laisse un derrière, le deuxième jour, on laisse deux. Le troisième jour, on fragilise la paix de l'intérieur. Donc, quand par exemple, on demande aux gens d'œuvrer pour la paix, c'est que tout le monde est gagnant. C'est pourquoi, justement, pour cette paix, au nom de cette paix-là, et la distribution, comme je l'ai dit, n'a exclu personne. Parce que nous savons que nous travaillons, que ce soit le politique, le religieux, etc. Nous sommes allés. Nous avons distribué. Les gens, parfois, nous avons même causé avec des gens. Sur des maximes. C'est de ça qu'il s'agit. Et ici, lorsqu'on parle du développement, c'est tout ça là qu'il faut réaliser en amont pour que le développement soit possible. C'est-à-dire la création, l'entente, la création, la conception, la réalisation, pour que tout le monde soit satisfait. Et je vais faire juste une parenthèse. La satisfaction, c'est le maître mot de la paix. Et cette satisfaction n'est pas une satisfaction égoïste. Voyez-vous, nous sommes des fonctionnaires. L'espoir fait vivre. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, on vous dit, on a fait le virement, alors que peut-être il y a 2 jours, vous disiez que vous n'aviez rien dans la poche, parce que ce que vous aviez, vous estimez que ça ne peut pas vous suffire. Mais lorsqu'on dit qu'on a fait le virement, c'est possible que vous passiez encore 2-3 jours avant d'aller toucher votre salaire. Parce que dès lors que vous avez eu la nouvelle, que vous avez quelque chose que vous pouvez aller prendre n'importe quand, le peu que vous avez vous suffit. Donc, notre pauvreté est d'abord liée au fait que nous n'avons pas d'espoir. Et pour certains, il faut écourter sa vie. Les gens parlent de suicide parce qu'ils voudraient que quelqu'un l'écoute, il n'a personne. Il voudrait bien échanger avec quelqu'un, il n'y a personne. Ce n'est pas nécessairement une assistance matérielle. Il y a une assistance morale. Et cette assistance morale est importante. Il faut assister. Il faut se dire que l'autre a besoin de moi, j'ai besoin de l'autre. Tino Achebe crée une situation banale dans le monde s'effondre. Il dit que ce qui se passe dans nos pays, et je le prends comme ça, c'est que quand le pauvre est malade, il attend de guérir pour aller dire aux riches chez qui il avait l'habitude de dire si je me suis absenté pendant tout ce temps-là, c'est parce que j'étais malade. Mais quand le riche est malade, le pauvre court pour aller à ses cheveux. Pourquoi le contraire ne se ferait pas? Si nous savons que nous avons la même humanité, si nous savons que nous avons besoin de l'autre. Et c'est justement parce que le pauvre va chez le riche que le riche se sent soulagé. Un ministre a dit, si je finis ma fonction, je vais à la retraite. Et si je n'ai pas quelqu'un pour aller me faire les dossiers, c'est que moi-même j'ai fini mal ma carrière. C'est-à-dire que si à ma retraite, je dois aller moi-même faire mes papiers, c'est-à-dire qu'ayant aidé personne, c'est que ma carrière, je ne l'ai pas réussi. Et j'ai applaudi. Donc le développement, c'est donner la possibilité aux autres de continuer. De donner la force qu'on a. Elle peut être matérielle, elle peut être spirituelle, je ne sais pas. Mais donner la possibilité aux autres de continuer, de renforcer, d'amener la communauté à une croissance consciente. Dans votre développement, vous avez parlé de gourmandise. Ce que j'ai dit par gourmand, on n'a pas besoin d'aller loin. Là où nous sommes, si on nous donne 10 000, d'office, nous savons que chacun doit avoir 5 000, 5 000. Si je dois réaliser une œuvre qui coûte peut-être 10 francs, quand on regarde l'œuvre, il faut vraiment que l'œuvre réponde à ce qui a été voté pour l'œuvre. Ne pas galvauder l'œuvre parce qu'on veut réaliser le bénéfice. Ce que je dis, ça se retrouve partout, Condor Mangana. Qu'est-ce qui se passe? Sur le plan de la formation, de l'éducation, la qualité a un prix. Si on fait économie de la qualité, c'est parce qu'on veut économiser. Mais si on paie le prix de la qualité, la croissance vient automatiquement.
Les ressources humaines, si elles sont de qualité, nous savons tous que ce que les ressources humaines apportent est inestimable. Mais si nous sommes très soucieux de la formation, lorsque nous bâclons la formation, par exemple, j'ai une école que je gère et qu'au nom des bénéfices que je peux dégager, je refuse de donner le minimum qu'il faut pour la craie. Je refuse de payer mes employés comme il faut. Il faut créer des conditions de vie pour que celui qui travaille ne travaille pas pour mériter le salaire, mais qu'il travaille plus que ce qu'il gagne. C'est-à-dire que lui-même, il décide qu'il veut rendre service. Mais si on néglige ses collaborateurs ou on exploite à l'extrême ses collaborateurs, les gens vont juste faire des choses pour répondre au salaire. Alors qu'il y a plus à faire pour le développement. Alors qu'il y a plus à faire pour la paix. Alors qu'il y a plus à faire pour l'harmonie sociale. Péoïsi Atefei, j'aurais souhaité vraiment vous garder plus que ce temps. Malheureusement, le temps qui nous a été accordé est largement épuisé. Avant de vous laisser partir, votre dernier mot en termes de conclusion, en termes de synthèse de tout ce que vous avez dit, cela nous permettra de remettre l'antenne à la régie pour la suite des programmes de la télévision togolaise. Mon mot de fin, que ce soit les chercheurs, les enseignants, les décideurs politiques, les décideurs religieux, les étudiants, les élèves, les hommes ou femmes d'affaires, nous avons un dénominateur commun. Ou du moins, nous avons une valeur à protéger, c'est la paix. En parlant de paix, personne ne doit être exclu. Ou personne ne doit se sentir exclu. Lorsqu'on exclut une personne, c'est cette personne qui devient un danger pour la paix. Voilà ce que je peux dire pour tout simplement dire que la paix, c'est que tout le monde doit se sentir citoyen, c'est-à-dire concerné par la paix, concerné par tout ce qui concourt à la paix, concerné par tout ce qui concourt au développement de notre pays. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission préférée Idées. Merci à Melka Kouadan, la réalisatrice de cette émission. Melka, merci pour votre technicité, votre dévouement qui nous ont permis d'envoyer son et images à nos chers téléspectateurs partout où ils se trouvent sur la planète Terre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème. Mais d'ici là...